Donc merci d'être présent et présente pour cette première rencontre du soir de l'École supérieure d'art de Lorraine à Metz. Je m'appelle Léo Coquet, je suis enseignant ici à Les Halles au sein de l'option communication. Et j'ai le plaisir de programmer le cycle des rencontres du soir pour cette année universitaire 2025-2026. Ce cycle invite des artistes, des designers, des historiens, des historiennes de l'art, des sociologues, des auteurs, des autrices à venir présenter leurs recherches, à partager leurs approches méthodologiques. Et il est pensé avant tout pour vous, étudiants et étudiantes des écoles d'art. Pour cette première rencontre, nous avons le plaisir d'accueillir l'artiste Marianne Mispeller. Marianne est diplômée de l'ESAL d'Épinal en 2009 et de la HIR en 2012. Et elle vit et travaille actuellement à Aubervilliers. Son travail a été nommé à plusieurs prix, notamment celui du prix Aware en 2018. Et elle a obtenu le Grand Prix du Salon de Montrouge en 2017. Plusieurs de ses œuvres ont intégré différentes collections d'art public en France et en Belgique, notamment celle du FRAC Lorraine, qui est notre voisin, et auquel vous êtes toutes et tous invités ce soir pour le vernissage, qui commence tout à l'heure à 18h. Entre 2020 et 2022, dans le cadre du dispositif Nouveau Commanditaire, Marianne a mené à Marseille une recherche collaborative intitulée Les langues comme objets migrateurs. Une édition publiée cette année par Paraguay Press prolonge ce travail, et c'est ce projet que Marianne nous présentera ce soir. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. Eh bien, bonsoir. Alors d'abord, merci à vous tous et vous toutes d'être là ce soir, d'être venus écouter ce travail et le découvrir. Merci à toi aussi, Léo, pour l'invitation. Et à cette école qui, effectivement, fut un peu la mienne, quelque part, puisque j'étais étudiante à Épinal, à l'ESAL d'Épinal, d'où je suis sortie en 2009, pour intégrer la HIR de Strasbourg ensuite. Voilà, mais j'ai de nombreux amis qui sont venus ici à Metz, donc je connais ces murs. Donc je vais très rapidement vous présenter un peu qu'est-ce que j'ai fait à la sortie de l'école, à cette sortie dont on ne sait pas vraiment à quelle sauce on va être mangé, qu'est-ce qu'on va faire de sa vie. Et puis voilà, vous parler un petit peu rapidement de mon travail, ce qui l'agite, quelles sont les questions qui me préoccupent, quels sont les médiums que je mobilise aussi. Et puis effectivement, je vais vous parler très majoritairement d'une commande en particulier, donc cette commande qui portait le titre « Les langues comme objets migrateurs ». Donc en sortant de l'école, j'ai co-créé une maison d'édition qui s'appelait Pétrole Édition, et à travers une revue, une transrevue qui portait le titre de Talweg. Ça m'a appris à travailler de manière collaborative d'abord, et puis à travailler tout court, parce qu'en fait quand on sort de l'école, personne ne vous appelle en général. Donc ça permet aussi d'occuper son temps et d'occuper ses mains. Avec d'autres personnes, c'est-à-dire que Pétrole Édition, c'était pas moi toute seule, mais c'était nous trois. Voilà, ça m'a permis de travailler avec des artistes, mais aussi avec des gens d'autres domaines, puisque l'idée, c'était d'inviter des artistes et aussi des chercheurs, des historiens, des danseurs, des activistes, etc., au sein d'éditions qui s'apparentaient aux livres d'artistes. Et puis, depuis, j'ai fait quelques résidences, notamment à Berlin en 2016 et puis à Alger en Algérie l'année dernière en 2024. Actuellement, mon travail il est montré au ministère de la Culture à travers un dépôt du CNAP, une œuvre qui s'appelle Mesurer les actes, qui est un protocole de dessin et donc que j'ai activé au sein du ministère. Et bientôt, vous pourrez voir un travail à la synagogue de Delme, donc pas très loin d'ici, qui ouvre le 16 janvier. Dans une exposition collective qui s'appelle Parole, Parole, dont le commissariat est assuré par Patricia Couvel, la nouvelle directrice. Et puis, fin janvier, il y a aussi deux autres expositions, une à 40 mètres cubes à Rennes, à travers une expo qui s'appelle Les Voix d'Anne Langlois, et puis au MAC à Marseille, une proposition de Ninon Duhamel qui ouvre aussi fin janvier. En ce moment, je travaille sur deux expos perso qui ouvrent en septembre 2026, donc sur lesquelles je travaille déjà depuis quelques mois. L'une à Basis à Francfort et l'autre au Shed à Rouen. Et puis, il y a une commande publique sur laquelle
J'œuvre depuis 2023 pour la ville de Rouen en hommage à la militante et avocate Gisèle Halimi sur une œuvre qui sera installée donc dans l'espace public de manière pérenne et qui, elle, porte le titre « Combien de saisons dure chaque victoire ?» Voilà. Et donc, pour vous parler un petit peu plus généralement de mon travail, d'abord commencer par vous dire que ma pratique artistique, elle est intimement liée au monde qu'on habite et qui nous habite, et que je considère le métier d'artiste comme un travail de traduction. C'est-à-dire que j'essaye de traduire à travers différents projets mon observation, que j'essaye d'être active, une observation active de ce qui fait société, de ce que c'est le côtoiement. Comment est-ce qu'on vit en fait les uns avec les autres. Et il me semble que cette histoire de côtoiement, ce qui nous fait vivre ensemble, ce qui nous lie, passe essentiellement par le langage. C'est pour ça que dans ma pratique, il y a beaucoup de relations aux signes, à la parole, au récit, au système d'écriture, etc. Mais aussi au silence, puisque la communication et la non-communication, elles produisent à la fois les structures du pouvoir et du vivre ensemble, c'est-à-dire qu'elles réunissent autant qu'elles divisent. Et pour le dire encore plus clairement, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que le langage nous fait et comment est-ce que nous transformons, nous, le langage. Et pour moi, toute ma pratique, même si je manipule plusieurs médiums, toute ma pratique, elle est liée... pardon, j'ai obligé les images. Elle est liée au dessin. C'est-à-dire que pour moi, la définition du dessin, c'est une trace sur un support générée par une action. Et ça, c'est ma définition du dessin, mais ça peut s'apparenter aussi, ça peut prendre la forme de photographie, de films, d'installations, de vidéos, de textes aussi, de typographie, etc. Ce travail, il est souvent amené à être activé, interprété par moi ou par d'autres. Et je privilégie en général l'in situ et l'éphémère, c'est-à-dire que j'aime bien les œuvres qui sont à chaque fois réinterprétées, refaites, puis détruite à la fin de l'exposition pour la refaire ensuite. Il y a l'idée de ne pas essayer d'enfermer des œuvres dans des cadres, dans des boîtes de conserve, quoi. Mais de toujours les faire vivre. Et donc, ce soir, on va se concentrer sur un travail qui s'appelle « Les langues comme objet migrateur », qui n'est pas un titre de travail que j'ai choisi, mais qui était en fait le titre de cette commande qu'on m'a confiée. Donc, peut-être vous dire en amont que moi, ce qui m'intéressait en acceptant cette commande qu'on m'a proposée, c'était d'une part le fait que j'avais un travail assez solitaire, même si le métier d'artiste, ce n'est pas un travail solitaire, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de choses que je faisais, que je n'avais jamais fait, je n'avais jamais travaillé sur un temps long avec des gens plongés au sein de leur vie très concrète. Et ça m'intéressait en fait. Et puis une deuxième chose, c'est que quand on élabore des dispositifs de débat, de parole, c'est une manière où l'art, elle infiltre la société et qu'elle est plus pensée notamment que pour des musées ou des institutions. Et ça m'intéresse aussi comment est-ce que des citoyens, citoyennes, quel est leur rapport à l'art et quelles sont leurs attentes, qui ne sont pas moins exigeantes que celles des institutions. Et donc, cette commande, elle s'est déroulée dans un collège et dans 2 lycées, qui sont des établissements publics français, à Marseille, entre 2020 et 2022. Ce travail, c'était donc pas une résidence, mais bien une commande qui, donc Léo l'a dit, était un dispositif nouveau commanditaire. Donc, je vais peut-être rapidement vous détailler ce que c'est les nouveaux commanditaires. Les nouveaux commanditaires, en fait, à la base, c'est une œuvre qui a été créée par un artiste qui s'appelle François Hertz, en 91, et qui, depuis 91, a permis l'émergence de plus de 500 œuvres. Et donc, les nouveaux commanditaires, c'est une triangulation entre un artiste ou une artiste, des citoyens, citoyennes, et un médiateur, une médiatrice. Il existe un médiateur, médiatrice par région, et donc des citoyens, citoyennes, n'importe qui, vous, vos parents, vos voisins, n'importe qui, vont faire appel à l'art pour... regarder un événement, un problème qu'ils ont autour d'eux différemment. L'idée, c'est pas que l'artiste va résoudre le problème, puisque
c'est un peu lourd à porter sur nos épaules peut-être. Mais en tout cas, on va essayer de négocier différemment, de créer une œuvre qui puisse répondre à des questions en tout cas. Ou en tout cas d'ouvrir ces questions-là. Et donc moi, de mes commanditaires, c'était pas les institutions, c'était pas les écoles, c'était les enseignantes qui sont venues me chercher en ayant dressé un constat. Et c'est intéressant aussi de savoir que donc c'est pas l'institution qui était mon commanditaire. Moi, je lui devais rien aux écoles. Et d'ailleurs, la directrice, notamment du collège, qui au début de la commande était assez passive et puis ensuite un peu méfiante par rapport à tout un tas de choses, finalement, je lui devais rien. Donc ça m'a permis une sorte de liberté aussi, de pouvoir agir dans son école avec l'appui de l'inspectrice académique, ce qui a été très important. Mais du coup, voilà, je pouvais passer outre une certaine hiérarchie. Et puis, donc voilà, une petite photo de mes commanditaires. Et puis, c'est important de dire aussi que les œuvres que j'ai générées, je leur ai léguées à elles et pas à l'institution. Donc, je leur ai légué en tant que citoyenne. Mais ça, peut-être, on y reviendra plus tard. Et donc, mes commanditaires, ce n'étaient pas non plus ces adolescents et adolescentes avec qui, pourtant, j'ai travaillé très étroitement, puisque c'est plutôt avec eux et elles que j'étais au quotidien. Eux et elles, finalement, ils m'ont rien demandé. C'est-à-dire que je suis venue, je les ai interrogés, parfois sur des choses pouvant être intimes, mais eux m'avaient rien demandé, en fait. Donc, il fallait vraiment instaurer un climat de confiance vis-à-vis de ces personnes qui ne m'avaient pas demandé d'être là. Et puis, pour ces ados, c'était aussi, il y avait une source de confusion qui pouvait se créer, c'est que déjà, travailler avec un artiste, c'est quoi? Alors, au début, ils pensaient qu'on allait faire une peinture ou quelque chose comme ça. Il y a un rapport à l'art, à recréer. Et puis, moi, pendant très longtemps, pendant la commande, je ne savais pas ce qu'on allait faire, puisque c'était une commande de recherche. C'était pas un workshop, c'était pas un atelier, et surtout, c'était pas un exercice. Et c'est des enfants qui sont habitués à répondre à des exercices avec des commandes bien précises et un résultat unique. Sauf qu'un processus artistique, c'est tout sauf ça. L'idée, c'était d'abord d'observer leur environnement, de les observer eux, et ensuite de pouvoir imaginer des œuvres qui puissent rentrer en écho avec ces réalités-là. Et donc, pendant très longtemps, ils me disaient « mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que la première année, on a fait pratiquement que parler. Et en fait, très vite, je leur ai dit « mais vous savez, parler, c'est déjà créé. » Et ça, c'est devenu notre mantra. Parler, c'est déjà créé. C'est-à-dire que parler, c'est déjà en soi une œuvre collective. On construit les uns avec les autres des idées. Même le désaccord, c'est aussi une construction. Et donc ça, c'est devenu un peu notre slogan. Parler, c'est déjà créé. Et ce que j'ai pas dit, donc j'ai travaillé avec plus de 250 élèves, certains que j'ai suivis pendant 3 ans. 3 années scolaires, d'autres que j'ai vues que quelques heures. C'était des élèves qui avaient entre 11 et 18 ans, donc, et qui suivaient un programme UPE2A ou pas. C'est-à-dire que, par exemple, au collège, j'avais 6e, 5e, 4e, 3e, plus une classe UPE2A. Donc, les UPE2A, ce sont des enfants qui viennent d'arriver en France et qui ont 1 an pour apprendre le français. C'est-à-dire qu'ils sont intégrés à une classe de leur niveau, liée à leur âge, mais au début, ils ne parlent pas forcément le français, quoi. Donc, ils doivent suivre des cours desquels, concrètement, ils ne comprennent rien, puisqu'ils apprennent le français en parallèle. Et donc, c'est des élèves qui se regroupent quelques heures au sein de cette classe pour apprendre notre langue commune. Et donc, il y avait 2 types d'élèves, on va dire. Des élèves qui sont nés en France et qui sont polyglottes, c'est-à-dire qui parlent une autre langue que le français à la maison, ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 langues à la maison. Et puis, il y avait donc des élèves allophones qui, eux, s'appropriaient la langue française. Et je trouvais ça intéressant de vous mettre une petite image aussi de ma première rencontre avec les enseignantes et avec quelques élèves. Cette image, elle a été prise en février 2020, donc 1 mois avant cet événement
collectif qu'on a tous vécu qui nous a enfermés. Et donc la commande, elle est née aussi en étant séparés les uns des autres. Il a fallu trouver une stratégie pour faire connaissance avec des élèves à distance. Et donc, moi, quand j'ai rencontré les enseignantes, elles m'ont transmis un cahier des charges. Donc, c'est quelque chose de très... Les nouveaux commanditaires, c'est très factuel, finalement. Puisque en amont, avant que l'artiste intervienne, elles avaient déjà travaillé avec la médiatrice, qui donc, sur ma commande, était Thank You for Coming, une structure qui s'appelle Thank You for Coming. Et dans ce cahier des charges, elle regroupait trois besoins. Le premier, c'était qu'elle voulait que je crée une œuvre protocolaire. Donc, dans l'idée, assez intelligente, je trouve que l'art ne va pas trôner à travers une sculpture dans la cour de récré où, au bout d'un an ou deux, plus personne ne sait ce que ça veut dire, mais que ce soit un protocole qu'elle puisse réactiver de manière sans fin, avec toujours leurs nouveaux élèves, et que chaque élève produise quelque part leurs œuvres et réfléchisse, expérimente tout le processus de création. Et puis aussi, il y avait le fait qu'elle voulait que les parents interviennent à un moment donné de la commande, c'est-à-dire soient intégrés dans la réflexion. Et ça, malheureusement, ça n'a jamais été possible. Pardon. Et puis la troisième chose, donc j'en viens au cœur du sujet, leur demande finalement, c'était de valoriser les langues parlées par les élèves dans les murs de l'institution, de l'école française. Sachant que c'est pas anodin, c'était très courageux de leur part de me faire cette demande. Voilà, dans ce collège, par exemple, dans lequel j'ai travaillé, j'ai identifié plus de 40 langues parlées par les élèves. Donc, le Twi, le Pacho, le Yoruba, les langues arabes, le kurde, le Mambara, le Soninké, l'Azeri, le coréen, le kabyle, etc. Et pourtant, ce sont des langues qui s'arrêtent toujours à la porte de l'école. Elles ne sont jamais valorisées ni utilisées. On ne s'appuie jamais sur ces langues-là pour enseigner les matières à l'école. On fait comme si elles n'existaient pas finalement. Et les enseignantes se sont rendues compte que s'appuyer sur les langues des élèves, déjà, ça allait détendre tout le monde, ça allait annuler ce sentiment de crispation qu'il y a au sein des écoles, mais aussi de manière plus large au sein de nos sociétés. Et puis, elles allaient pouvoir aussi s'appuyer sur l'apprentissage de ces langues pour apprendre la matière qu'elles transmettaient, qui était le français. Et donc, on est arrivé... Pardon. Donc ça, c'est un tableau, par exemple, que j'avais réalisé avec une classe où je leur demandais quelle langue est-ce que vous parlez, quelle langue est-ce que vous comprenez, quelle langue existe autour de vous. Et donc, vous voyez, c'est quand même assez divers. Et donc, on est arrivé à cette question centrale. Qu'est-ce que cela signifie d'étudier dans une école publique française aujourd'hui, en tant qu'adolescente polyglotte et ou vivant dans un milieu multiculturel? Et puis, de la part des élèves, très vite, il suffit de passer quelques heures avec une classe pour se rendre compte que cette question des langues, elle génère beaucoup de crispation et de honte de leur part. C'est-à-dire qu'ils ont honte d'en parler, de dire qu'ils parlent une autre langue que le français à la maison, mais aussi de la parler devant les autres. Je l'ai dit, c'est des langues qui ne sont pas valorisées et les élèves, eux et elles-mêmes, parlaient d'un sentiment d'anormalité, d'anomalie dans le fait de parler sa langue à l'extérieur de ce lieu qui est la famille ou la maison. Voilà. Et en fait, tout ça, eux, ils ne le disent pas en ces termes, mais c'est des enfants qui ont très conscience de tous ces débats qui existent en France depuis de nombreuses années maintenant autour de l'identité nationale, et ils voient bien que parler arabe, c'est pas le bienvenu en France. Et pourtant, l'arabe compte entre 3 et 4 millions de locuteurs. C'est la deuxième langue la plus parlée en France. Et pour vous donner une ordre d'idée, elle est enseignée dans 400 écoles publiques et privées. Voilà, cette commande, elle s'est passée à Marseille, mais
J'avais trouvé, par exemple, un sondage selon l'INSEE qui disait qu'un enfant sur 4 grandit avec une autre langue que le français à la maison. Donc cette commande qui s'est passée à Marseille, elle peut se passer en fait partout en France. Et puis en France, on a aussi un héritage très particulier lié à notre politique langagière. Voilà, le français était l'unique langue à l'école jusque dans les années 60. C'était vecteur de mauvais traitements, de violence, on encourageait la délation à l'endroit où des langues et régionales et des langues des anciennes colonies, mais aussi ces règles étaient c'était aussi pour les personnes sourdes, muettes, malentendantes. Donc aujourd'hui, c'est plus interdit de parler une autre langue que le français à l'école, mais n'empêche qu'il y a encore tout cet héritage-là qui reste très très fort. Et puis cette notion d'identité, elle était très forte pendant toute la commande. Avec les enfants, on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce que c'est l'identité ? Il y a une confusion de leur part entre une langue qu'ils adorent mais qu'ils maîtrisent mal et qui souvent aussi est pas forcément transmise de la part des parents sous prétexte que ça va embrouiller l'enfant, que ça va lui empêcher d'avoir ses pleines chances à l'école. Donc tout ça aussi, c'est des idées préconçues qu'il a fallu vraiment travailler avec eux et elles. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une commande qui a duré 2 ans. Donc la première année, on n'a pratiquement fait que parler. J'avais besoin vraiment de comprendre leur contexte, de savoir vraiment qu'est-ce que ça faisait finalement de quotidiennement parler une langue avec sa famille, à l'extérieur de l'école, et de systématiquement la laisser à la porte de l'école avant d'y entrer. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que donner la parole, c'était pas si simple et que ça suffit pas. C'est pas parce que je dis à quelqu'un « Ah bah vas-y, maintenant, parle, explique-moi, libère ce que tu as envie de dire », que ça va se passer, évidemment. Donc, il a fallu user de stratagèmes pour pouvoir déjà déconstruire cette honte dont je parlais tout à l'heure, et puis les autoriser en fait à parler de ça. Puisque quand on parle des langues, on parle aussi de l'intimité, de la famille, des parcours de migration, qui sont voilà, des choses intimes. Et puis, peut-être avant de leur donner la parole, à un moment, je me suis dit que je devrais peut-être aussi regarder mon corps. C'est-à-dire que je travaille avec des enfants qui ont des héritages culturels multiples, alors que moi, je m'appelle Marianne, qui est quand même le prénom républicain par excellence, que je suis a priori plutôt blanche. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que donc Latifa, une enfant de 3e avec qui j'avais travaillé pendant les 3 années scolaires, m'a demandé à notre toute dernière séance si je parlais plusieurs langues. Et je ne pense pas que c'est parce qu'ils avaient peur de me demander, qu'ils n'osaient pas, mais je pense que pour elles et eux, cette question ne pouvait pas exister. Parce qu'il était évident que je parlais que français, que j'étais que française. Et ça, c'est plutôt intéressant, en fait, aussi de dire que quand on se côtoie des citoyens, citoyennes pour travailler avec eux et elles, il faut aussi se projeter dans ce qu'ils voient de nous et de la façon dont on va travailler ensemble, en fait. Finalement, qui est-ce que je suis, moi, pour venir leur parler de langue Et je dis pas que j'avais pas le droit de le faire. Juste, il faut avoir conscience de ça, quoi. Et donc là, je vous parle de beaucoup de choses, mais après, je vais vous montrer des œuvres que j'ai faites. Mais finalement, ce processus-là, qui était un processus qui m'a beaucoup mobilisée pendant 2 ans, puisque je suis allée 1 semaine par mois à Marseille, donc tous les mois. C'était un temps incompressible.
il a vraiment fallu m'immerger pour pouvoir penser des projets, quoi. Et d'ailleurs, très vite, j'ai dit à mes commanditaires que je ne pourrais pas générer une seule œuvre, mais que j'avais envie d'en proposer plusieurs, justement face à la complexité de tout ce que ça engendre, ces histoires de langue et d'invisibilisation et de silence. Alors, par exemple, on peut commencer par ce protocole qui s'appelle « Écrire dedans sa langue », qui est donc le protocole, on va dire, qui répond à la commande de manière très bête comme ça. Mais c'est plutôt cette œuvre qui va répondre à la commande. Les autres, je les ai présentées comme des bonus, même si pour moi, elles ont toutes la même valeur. Et ce travail, finalement, je me suis dit, comment est-ce que dans l'école, on pourrait infiltrer ces langues et avec elles toutes les histoires et l'imaginaire que ces langues génèrent chez chacun d'elles et eux. Comment est-ce qu'on pourrait écrire à l'école, merci, à la fois en français et avec toutes leurs langues et toutes leurs pratiques, leurs expériences de ces langues. Et donc, c'est une question que j'ai eu envie de transmettre aux élèves. Ils m'ont dit, je ne sais pas. Et je leur ai proposé, du coup, de passer par la métaphore et la métamorphose pour transformer donc, leur langue en encre. Et une encre qu'on allait injecter à l'intérieur de stylo-billes, cet objet de l'écriture, qu'on utilise tous et toutes à l'école. Et donc, à travers un processus en 3 étapes qui passe d'abord par le français, ensuite en physique-chimie, ensuite en art plastique et à la fin en physique-chimie, on a transformé une encre que vous avez vue dans le première image. Et donc, chaque élève génère son œuvre d'art, finalement, en se posant des questions sur lui-même et elle-même. Donc, en français, ils devaient écrire un texte, je leur proposais d'écrire un texte avec des phrases qui commencent toutes par « si ma langue était ». Donc, si ma langue était un animal, une couleur, un plat, une odeur, etc. Et puis, en art plastique, on allait réaliser ces objets. Donc, par exemple, si un élève me dit « si ma langue était un animal, ce serait un lion parce que ma langue, elle rugit, elle fait peur à tout le monde », c'est vraiment ce qu'un élève m'a dit. Il va faire le dessin d'un lion ou le modelage d'un lion, etc. Et ensuite, tous ces objets, donc, qui sont à la fois du modelage, du dessin, etc., vont subir un processus de décantation. Et de cette décantation, on va tirer un tout petit peu de liquide qu'on va intégrer, je ne sais pas si vous voyez bien, qu'on va intégrer du coup juste au-dessus du stylo-bille, quoi. Vraiment dans l'idée que cette langue, elle va infuser l'écriture. Et puis, il y a aussi ce film qui s'appelle « Un œil sur ta langue ». Et c'est un film... alors moi, je n'avais jamais fait de film avant. C'est un film, pour le dire un peu franchement, que j'ai fait sans faire exprès au début. C'est-à-dire que j'ai remarqué que quand je posais du matériel enregistreur dans les classes, les paroles étaient beaucoup plus articulées. Déjà, ils essayaient de pas trop parler tous en même temps. Ils faisaient attention à ce qu'ils disaient. Il y avait une construction qui était plus à l'écoute les uns des autres. Et donc, j'ai commencé à poser des enregistreurs et puis aussi ma caméra. Et puis, finalement, au bout d'un moment, je me suis dit que c'était un peu dommage de rien en faire. Donc, ce film, il se construit à la fois à partir d'ateliers que j'ai mis en place à chaque fois que j'allais à Marseille. Et puis, il y a aussi des conversations que j'ai avec certains élèves, donc des conversations en vis-à-vis. Et on a un peu le temps, donc je vais vous montrer un petit extrait du film. C'est un extrait qui dure 5 minutes.
Est-ce que la langue arabe et le français sont proches? Non. Ça dépend. C'est quoi la différence? Ça dépend de quoi? Parce qu'en fait, en Algérie, on parle un peu presque le même langage que la France. Parce qu'avant, l'Algérie et la France, en fait, l'Algérie, elle habite en France, on va dire. Non, la France, elle a colonisé. Lève-la main, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'Algérie habitait la France? Pourquoi? La France, elle avait colonisé l'Algérie. Ok, attends, pourquoi tu n'es pas d'accord? Tu n'es pas d'accord sur ça? Non, l'Algérie, elle a pris la France. Non, elle a dit l'Algérie habitait la France. Non, c'est pas pareil. C'est pas... Habiter, c'est quand même. Explique. L'Algérie, elle habitait pas en France. C'est la France qui habitait en Algérie. D'accord. Ok. C'est le S avec le C. Ce que je vais faire, c'est de l'histoire sur l'Algérie. Bon, on va dire que ça c'est l'Algérie. Je dis on va dire, ça c'est pas ça. Et en haut, c'est quoi? Ah, c'est. Et là, j'allais devoir deviner que c'est quel pays. C'est à deviner. Maroc. Maroc. On peut avoir des indices. Maroc. Ça commence par quelle lettre? Canada. Le bled. Attends, laissez-moi parler, c'est pas grave. En fait, l'histoire que je vais vous raconter, c'est la France qui a, comment on peut dire, qui a, c'est pas attaqué, T'as sauvé. c'est, comment dire, T'as sauvé l'Algérie. non, c'est pas ça. Qui a colonisé l'Algérie. Quoi? Ça veut dire que rentrer la France, elle est avec l'Algérie. Colonisé l'Algérie. Ça veut dire la France, elle est avec l'Algérie. Un colonisé, ça prend les. C'était en 1900 et quelques. C'était en 1900 et quelques que la France a pris les possessions de l'Algérie. Tu dis quoi déjà? À ton avis, pourquoi à l'école en France, on apprend aux élèves l'anglais ou l'espagnol ou l'allemand au lieu d'apprendre des langues qui sont parlées dans les dom-toms? Je crois les colonies. Ouais. Bah, les anciennes colonies, on va dire. Ouais. Je crois que pour eux, c'est pas important parce que ce sont pas des langues qu'on parle partout. On parle pas ces langues partout. Et je crois qu'ils ont fait ces langues-là, l'anglais, l'espagnol, etc. Parce que c'est des langues que beaucoup de gens connaissent. Et voilà, je pense qu'ils les ont pas pris parce qu'ils pensent que c'est pas important de parler ces langues. Pourtant, Mayotte, ça fait partie de la... Oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent maori. Il y a même beaucoup de gens qui ne savent pas que Mayotte existe. Il y a des gens qui ne savent pas que Mayotte existe. Du coup, je vois pas l'intérêt de donner ça en option. En France, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent que Mayotte existe. C'est ça? Ouais. Ben ouais. Et en même temps, je trouve ça très bizarre qu'une langue qui fait partie de la France, parce que Mayotte, c'est la France, du coup, soit pas enseignée en France. Moi aussi, je trouve ça aussi bizarre, mais on peut rien y faire, quoi.
voilà, on peut rien y faire. Ces extraits, donc vous avez vu Ahmed à un moment c'était lors d'un atelier où je leur avais proposé d'apprendre au reste de la classe 2 choses liées à leur langue. Donc ça pouvait être des mots, mais ça pouvait être d'autres choses. Donc il prenait la place de l'enseignante. Et lui, il m'a dit, en fait, je ne sais pas parler arabe, je ne sais pas quoi transmettre. Et à un moment, il m'a dit, c'est bon, j'ai trouvé. Et donc, il a voulu transmettre l'histoire, puisqu'en fait, l'histoire est toujours liée aux langues et vice-versa. Et c'est une histoire dont il est un peu dépossédé, puisqu'il ne trouve pas les mots. Voilà, quand il dit le mot colonisé, la classe ne sait pas du tout ce qu'il veut dire, il ne connaît pas la date, etc. Mais n'empêche que ça existe. Et pour moi, cette séquence, c'est un peu comme les langues, en fait, finalement. On sait qu'elles existent dans les écoles, mais on les ignore complètement, on les invisibilise complètement. Finalement, tout est un peu... ça nous glisse entre les mains, quoi. Et puis, donc la troisième pièce que j'ai mis en place auprès de ces enseignantes, c'est une typographie qui s'appelle la Marseillaise. D'abord en honneur de cette ville, et puis aussi un peu pour se glisser dans la peau de la langue française à travers ce symbole républicain, qui est ce chant quand même très violent. Je voulais en faire quelque chose qui plutôt allait lier les langues et les gens. Et donc cette typographie, elle permet d'écrire en français, uniquement en français, mais avec les langues et les alphabets des élèves avec qui j'ai travaillé. Donc là, par exemple, je vous montre une phrase en français. La phrase, c'est la traduction, c'est l'immigration des langues. Ça, c'est une phrase qu'un enfant m'avait dit. Et cette typographie, elle fonctionne de cette manière, c'est-à-dire qu'elle s'attache aux phonèmes qui existent en français. Donc les phonèmes, c'est M, B, OU, ON, AN, c'est tous les sons qui existent en français et qui sont à chaque fois particuliers d'une langue à l'autre. Il y a sûrement des gens qui parlent d'autres langues que le français ici ce soir. Et quand on sait que quand on apprend une langue, on doit aussi apprendre des sons qu'on ne connaît pas. Et vice-versa, on doit parfois en oublier pour pouvoir prononcer certains mots. Et donc, on s'est beaucoup amusé avec les élèves à faire correspondre des sons qui existaient en français, mais aussi dans leur langue, et s'ils existaient dans leur langue, à travers quels signes. Et donc, ça a donné lieu à des tableaux, comme celui que vous voyez à votre droite, voilà, où parfois ça existait, parfois ça n'existait pas. Et donc ensuite, dans un second temps, avec 2 typographes, Soyoun B et Federico Paraspario, que j'ai rencontrés à l'ANRT à Nancy, on a composé cette typographie. Donc ces 2 typographes, ils m'ont aidé plutôt techniquement, en fait, puisque c'est une typographie aussi qu'on peut utiliser sur ordinateur. Et donc, il faut être plusieurs pour lire cette typographie, puisque une personne seule ne sait pas comment prononcer toutes ces lettres dans toutes ces langues. Il faut être l'école entière pour pouvoir lire une phrase. Et donc, on a fait plein de choses. On a fait des affiches à partir de phrases qu'ils et elles avaient pu me dire et que je notais consciencieusement dans un petit carnet. Avec Soyoun et Federico, on a fait un livret pédagogique, c'est-à-dire que ça je vous en ai pas encore parlé, mais pour chaque œuvre, on a imaginé des dispositifs à transmettre aux enseignantes, puisqu'il ne s'agit pas de juste créer des œuvres et ensuite de s'en aller, mais il allait bien falloir que les enseignantes puissent s'en saisir pour pouvoir les activer avec leurs élèves. Et donc ce livret pédagogique, il permet à chaque élève de comprendre comment fonctionne la typographie à travers l'apprentissage ce qu'on appelle le ductus de chaque lettre, donc le tracé, le sens du tracé de chaque lettre. Et puis il y avait des petites expériences à faire après. Et puis dans le hall d'accueil, comme dans tout établissement de la République française, il y avait cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'on s'est amusé à traduire en marseillaise. Enfin,
pas traduire parce que finalement ça reste du français, mais avec d'autres langues et d'autres alphabets. Donc plutôt de transcrire. Et l'idée, c'était vraiment que cette typographie puisse infiltrer l'école. Donc, j'ai traduit le règlement du collège, que la directrice a bien voulu me tamponner et signer. Et puis, je lui ai fait aussi un petit tampon avec la typographie. Je ne sais pas si on voit bien. J'ai produit aussi des pochoirs que les enseignantes peuvent utiliser comme elles le veulent. Nous, on avait écrit dans le hall de l'école que vous avez vu en première image, une sorte de pierre de... Ah non, là, on ne voit pas très bien. Mais j'avais fait une espèce de pierre de rosette dans le hall avec tous les signes possibles. Voilà. Et puis, un autre projet qui s'appelle « Être un être à traduire » qui, lui, sollicite plutôt des questions liées à qu'est-ce que c'est l'identité, puisque cette notion d'identité, elle réapparaissait très souvent dans nos discussions avec les élèves. Et voilà, c'est une question philosophique, anthropologique qui est clairement kidnappée par nos politiques et les médias. Et donc, plutôt avec un air plutôt nauséabond. Donc, je voulais qu'on recentre ça plutôt sur des questions liées non pas à des identités qui figent les gens, mais plutôt qui les ouvrent, puisqu'une identité, c'est constamment en construction, et je voulais un protocole qui puisse faire comprendre que l'identité, ça échappe. C'est pas toi qui définis ton identité, mais c'est plus quelque chose qui se construit en côtoyant le monde et les gens, quoi. Et donc, ce protocole, il est très simple. Il consiste à dessiner avec de l'huile alimentaire son portrait, son autoportrait, et puis de laisser le dessin agir. C'est-à-dire que le dessin, il va, par capillarité, changer, évoluer plusieurs jours durant, jusqu'à t'échapper complètement. Donc ça donne des formes très abstraites, même si on voit toujours que c'est des visages, mais ça donne des dessins assez primitifs, quoi. Où finalement, la notion d'auteur, la trace de la main sur le support, elle devient presque caduque. Et puis le dernier protocole que j'ai mis en place, il s'appelle « Comment vois-tu le monde à travers ta langue ?» qui est une question à laquelle moi-même je ne saurais pas répondre, mais que j'ai pourtant posée à ces adolescents et adolescentes. Et pour vous expliquer rapidement, voilà, je leur avais demandé d'écrire un texte, c'était à une classe du lycée, je leur avais demandé d'écrire un texte en répondant à cette question, et puis de me l'envoyer par mail. Et donc ces textes, très vite, en les lisant, je me suis rendu compte qu'ils étaient quand même assez intimes, où ils me parlaient de l'histoire de leur famille, etc. Et je me voyais mal partager ce texte, parfois avec le reste de la classe, ou même à travers peut-être des expositions que j'allais faire par la suite, etc. J'avais l'impression qu'ils me confiaient ce texte plutôt. Et donc, je leur ai proposé de faire quelque chose avec ce texte qui est à la frontière du lisible, puisqu'on les a imprimés à l'intérieur de t-shirts. Donc, comme vous le voyez là, le texte, il est imprimé à l'intérieur de t-shirt de telle sorte que seule la personne qui le porte peut le lire en tirant légèrement sur le col. De l'extérieur, on voit qu'il y a quelque chose, on perçoit une histoire, mais on n'en comprend pas tous les tenants et aboutissants, on ne peut pas le saisir entièrement, comme une personne au final qu'on ne peut jamais vraiment connaître entièrement. Et quand on travaille avec des gens, on ne sait jamais vraiment quel impact va avoir ce travail-là sur eux, très concrètement. Je sais qu'il y a des élèves qui ont passé leur bac avec ce t-shirt. Et ça, pour moi, c'est un signe que ça a eu quand même une incidence, un écho quelque part à un moment donné, quoi. Alors, suite à cette commande, il y a eu une journée d'études qui a été organisée à la Vieille Charité à Marseille, où je vous ai mis une toute petite image. C'est pas une erreur graphique de ma part, parce que pour moi, cette journée d'études, c'était pas satisfaisant. Ça rejouait un peu les codes de l'autorité, je trouvais.
Et donc, j'ai fait ma propre conclusion de ce travail-là, de cette commande, à travers cette édition qui s'appelle « La langue est synonyme de promesse ». Et donc, cette édition, elle est à la fois bilingue, français-anglais, mais aussi bitypographique, si je peux dire, à la fois en latin et en marseillaise. Et donc, elle regroupe à la fois des notes que je prenais dans mon petit carnet, à la fois des phrases que des élèves m'ont dit ou des enseignantes, voilà, et qui finalement sont des phrases qui regroupent et brassent ensemble tout ce qui a existé pendant cette commande, toute la complexité que ça a soulevé, tous les problèmes aussi intimes à l'intérieur de soi, mais aussi au niveau de la société que ces histoires de langue soulèvent, quoi. Voilà. Et c'est une édition qui est non reliée, dans l'idée où ça peut aussi devenir des posters à accrocher. Voilà, quand les phrases commencent par « il dit », c'est que c'est un élève, un élève pour le coup qui l'a dit. Et puis, un autre déplacement, un autre glissement. Il y a eu cette exposition qui s'est ouverte l'année dernière au Centre d'art Y à Aubervilliers, qui s'appelait « Faire connaissance ». Donc faire connaissance avec un S, dans l'idée de faire connaissance, rencontrer quelqu'un, mais aussi la connaissance, le savoir. Et donc faire une exposition dans un centre d'art, avec donc un centre d'art qui a ses codes particuliers, à travers un projet qui a lieu à l'extérieur du monde de l'art, dans la société civile. Ça, c'est encore presque une traduction à effectuer, puisqu'il ne s'agit pas juste de présenter les œuvres qui ont été générées, puisque les œuvres, elles n'ont pas été faites pour être exposées, elles ont été faites pour répondre à des demandes des commanditaires dans une vie très concrète. Donc, comment exposer ça, quoi ? Et voilà. Et donc, j'avais proposé au Centre d'art de recouvrir les murs du lieu avec des plaques de BA13 que les visiteurs et visiteuses étaient invités à caviarder en traduisant leur prénom dans la Marseillaise et en l'inscrivant dessus. Et puis moi, ensuite, je venais graver ces prénoms. Quand on rentrait, on était aussi accueillis par la parole des élèves, puisque le film, on le voyait que dans un second temps. L'espace, il était habité par la bande sonore du film. Voilà. Et puis, il y avait aussi des affiches que j'ai fait avec des mots que j'avais envie de redire aux élèves. Donc là, c'est une affiche qui regroupe tous les prénoms des 250 élèves avec qui j'ai travaillé, avec le mot « parle ». J'ai un petit peu accéléré. Et donc, il y avait aussi cette pièce qui a été générée, donc qui ne fait pas partie de la commande, mais finalement qui a existé dans cette exposition, qui consiste à traduire 2-3 phrases de ce qu'on appelle d'habitude un petit livret d'exposition. Donc ici, c'était, voilà, la version française dit « Faire connaissance est une exposition de l'artiste Marianne Mispeller. Toi, tes amis, ta famille, tes collègues et tes voisins-voisines est invité à y entrer gratuitement et librement du mercredi au samedi entre 14h et 19h jusqu'au 9 novembre. Le seul risque qu'on prend en entrant au Centre d'art Y, c'est d'être surprise. » Et donc ce texte, il est traduit dans autant de langues qu'il existe à Aubervilliers, puisque Aubervilliers, c'est une ville un peu jumelle à Marseille, à plein de niveaux, et entre autres au niveau de la richesse langagière. Et moi, je ne parle pas toutes ces langues, en fait. Donc, je les ai, dans un premier temps, traduites avec une intelligence artificielle qui est plus compétente en anglais qu'en yoruba, par exemple. Et donc, il y a certains textes... et donc, ce texte, il était écrit au blanc de Meudon sur les vitrines. Et les gens étaient invités à me signaler des erreurs qu'ils voyaient dans des traductions, puisque c'est un travail qui a vachement arrêté les gens dans la rue, et c'était fait pour ça.
Et bon, je suis très heureuse parce que ça a marché. Voilà, les gens s'arrêtaient, discutaient entre eux, essayaient de lire. Puis moi, j'habite en fait à 2 rues. Donc les gens m'arrêtaient dans le quartier en me disant « Non, mais là-bas, il y a une erreur, faut vite aller corriger. » Et en fait, j'étais très souvent au centre d'art en train de corriger la vitrine. Donc je suis devenue presque une performance pendant 3 mois durant. C'était assez chouette. Et donc, il y a des textes qui ont été pas mal modifiés, d'autres pas du tout. Voilà, mais c'était un peu un espèce de palimpseste, finalement, cette vitrine, quoi. Voilà, et puis, bon, bah, évidemment, ça a été aussi le prétexte à inviter des élèves d'Aubervilliers à aussi venir corriger des traductions, proposer d'autres traductions, puisqu'on dit qu'en fait, il n'y a jamais de traduction parfaite. Hein. On a toujours voilà, des propositions de traduction à faire. Hop, et puis, du coup, c'était 2 ans après la fin de la commande, donc en novembre 2024. J'ai invité j'ai invité toutes mes commanditaires et certaines de ces enseignantes sont venues faire un point au Centre d'art et grec sur comment est-ce que les œuvres vivent aujourd'hui dans les écoles dans lesquelles elles travaillent. Donc on a pu faire un espèce de mise au point de comment est-ce que les œuvres fonctionnent ou pas. Est-ce qu'il y a encore des choses à ajuster et puis comment et l'administration et le ministère de l'Éducation nationale permet ou pas, à travers des moyens donnés ou pas, du temps, de l'énergie, de la place disponible dans son cerveau pour pouvoir réaliser ces œuvres. Et donc aujourd'hui, il y a ce livre qui existe depuis janvier, qui s'appelle « Tu peux répéter ». Parce qu'en fait, j'étais un peu frustrée de me dire que tout ce travail ne vivait que dans quelques écoles à Marseille, à travers 7 enseignantes. Et donc, après moult péripéties, il y a donc ce livre qui, pour moi, est un peu comme une boîte à outils, qui s'ouvre sur le texte d'une des enseignantes avec qui j'ai travaillé, Sabine, qui explique tout ce que je viens de vous raconter pendant 1 heure, de quel constat par la commande. Et ensuite, ils sont détaillés chaque protocole de chaque œuvre pour que chacune, quel que soit son âge, quel que soit le contexte dans lequel on les active, puisse s'approprier chacune de ces œuvres. Et par exemple, activer un film, comment est-ce qu'on peut proposer à des gens d'activer un film, quoi. Donc le film qui s'appelle « Un œil sur ta langue ». Et donc ça, c'est un texte que j'ai écrit qui clôt le livre. Il y a des images. Voilà le film. Donc j'ai isolé certaines scènes et je leur ai proposé un protocole qui consiste en 3 réappropriations. Donc c'est des scènes du film, rédigées un peu comme une pièce de théâtre. Donc dans un premier temps, on lit la scène. Dans un deuxième temps, on va la jouer comme au théâtre. Et dans un troisième temps, je propose que les protagonistes puissent investir, digérer la scène. Donc par exemple, qu'est-ce que toi tu aurais répondu à cette question? Est-ce que tu aurais envie de prolonger l'échange? Est-ce que tu es d'accord ou pas avec ce qui vient d'être dit? Donc chacune peut se poser des questions par rapport à ce moment qui a existé. Voilà. Et donc l'édition se conclut sur une espèce de petite bibliothèque de livres qui m'ont accompagnée pendant toute la commande. Donc c'est une bibliothèque très subjective de livres qui sont à la fois des livres théoriques, mais aussi des romans, voilà, des essais. Voilà. Et donc à chaque fois, je détaille le protocole, sachant qu'en art, dans la société civile, quand on dit le mot protocole, c'est plutôt, ça appelle plutôt à un truc un peu chiant qu'il faut suivre à la règle, etc.
Et ce que j'explique dans le livre aussi, c'est qu'en art, un protocole, au contraire, ça intègre de la subjectivité, de l'interprétation, de la fantaisie. Donc chacun, chacune peut aussi... il n'y a pas de mauvaise réponse. Voilà, et puis la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est encore un autre déroulé de ce travail-là, une autre phase. C'est un dessin typographique que j'ai réalisé au FRAC Picardie à Amiens en janvier au sein d'une exposition où on m'a invité à faire une performance. Et en fait, ce que je leur ai proposé de lire, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, enfin des extraits bien choisis de la citation, de cette déclaration écrite en marseillaise. Donc, vu qu'on a 5 minutes, je peux vous montrer un petit extrait. Il y a 2 extraits que je peux vous montrer. On a devant nous la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Son préambule dit: les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont eu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, ont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 4. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées
des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Voilà, en fait, c'est une performance qui me replace finalement dans l'apprentissage de ma propre langue, le français, mais avec une écriture autre, avec une typographie autre. Voilà, ça me replace dans la position de l'apprenante. Je trouvais ça assez important de relire ce document qui est un des fondements de notre pays. Qui a priori était là pour lutter contre la corruption des gouvernements, par exemple. Voilà, je trouvais ça intéressant de le rappeler. C'est fini. Les textes et pas directement demander aux enfants ou aux habitants Pourquoi vous avez choisi d'utiliser une intelligence artificielle et pas directement demander aux enfants ou aux habitants de là où vous étiez de traduire les textes? Est-ce que c'était plus, ça avait plus de sens pour vous qu'ils les corrigent après les avoir écrits? En fait, concrètement, j'aurais pas su comment faire pour demander à des habitants de traduire des textes qui allaient être dans cette exposition. Là, on parle, Aubervilliers, c'est 50 langues. Donc, trouver un ou une locuteur-trice de chaque langue avant l'ouverture de l'exposition, ça me paraissait compliqué, surtout que l'exposition n'était pas liée à un atelier ou à un côtoiement quelconque avec des citoyens. On a fait un workshop, un atelier avec des enfants pendant 2 heures pour l'exposition. Mais en amont de l'exposition, il n'y a pas eu de travail avec des Alberti villariens ou villariennes. Donc, en fait, très concrètement, je n'aurais pas su comment faire pour demander à chacun de traduire dans ces 50 langues. Et puis, je trouvais ça intéressant. Moi, je n'ai jamais utilisé l'intelligence artificielle dans mon travail. Et je trouvais ça intéressant de le tester, tout simplement, de partir de ce programme qui se nourrit de tout ce qu'on lui apporte et de voir finalement cette intelligence artificielle, elle reflète aussi une certaine idée de la société. Et comme je l'ai dit, elle a fait une traduction en anglais impeccable, en allemand aussi. Mais par contre, en pacho ou en azéri ou en yoruba, c'était plus compliqué pour elle. Donc pour moi, c'est pas inintéressant aussi de se rendre compte de ça. Merci. Je me demandais, pour la partie à Marseille, le fait que tout d'un coup, tu renverses ce schéma de effacer une autre langue et finalement la valoriser maintenant. Est-ce que tu as constaté justement des conséquences
sur vraiment les interactions entre les élèves et même le fait que tu crées cette typographie, est-ce qu'ils l'ont réutilisée derrière des mois après, comment en fait ça a été réceptionné ce retournement de valeur que tu proposes? En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours un peu compliqué de mesurer à quel point tu vas avoir un impact très concret entre les élèves ou pour les élèves eux-mêmes et elles-mêmes. Mais par exemple, je sais que la typographie, c'est un truc qu'ils adoraient parce que à un moment, ils apprenaient aussi à tracer des signes qui faisaient partie des langues de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et finalement, savoir écrire, c'est un peu s'approprier aussi ces langues. C'est des typographies, des alphabets qu'ils voient dans leur environnement, mais qui ne savent pas lire parfois, souvent. Et donc, de pouvoir s'approprier cette écriture-là, déjà, en fait, c'est tout bête, mais c'est un geste hyper fort. Et cette typographie, ils savaient mieux la lire que les enseignantes. Ou même qu'une académicienne qui est venue leur rendre service, qui s'appelle Barbara Cassin et qui était la marraine de cette commande, elle était comme une poule qui a trouvé un œuf devant cette typographie. Et en fait, eux, ils savaient la lire. Et donc, en fait, pour des enfants, c'est tout. Enfin, c'est une fierté de savoir faire quelque chose qu'un adulte ne sait pas faire, quoi. Je voulais savoir si tu penses qu'ils ont utilisé les t-shirts pour tricher au bac. Ça ne nous regarde pas. Je me posais la question pour le livre. Tu peux répéter. Il y a eu ce choix assez malin pour documenter la vidéo dont les extraits tu nous as présentés, de les traduire sous forme de protocole, où on est censé rejouer certaines parties des discussions et des échanges. Je ne sais pas si tous ces échanges apparaissent à l'écran, mais d'où est venue cette idée et en fait quel statut ça a, parce que finalement c'est un livre qui n'est pas seulement une documentation, mais comme tu l'as montré, aussi une forme d'objet à réactiver. Et il a presque un statut de diffusion de ce projet-là, mais comme s'il pouvait être activé en milieu scolaire. Et quel statut spécifiquement ce protocole-là, je le trouve assez intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, ce livre, c'était une archive de ce qui s'est passé, mais comme tu l'as dit aussi et surtout, un livre à abîmer, à corner, à annoter. On voulait qu'il y ait une spirale, que le papier soit assez... que ce soit pas un livre fragile, mais que ce soit un livre qu'on prenne, qu'on balade, qu'on prête, et qu'on n'ait pas peur de l'abîmer, quoi. Donc déjà ça, pour la forme, c'est quelque chose qui est apparu assez vite. Et pour les activations du film, en fait, c'est une idée qui m'est venue d'un metteur en scène qui s'appelle Augusto Boal, et qui, lui, a mis en place ce qu'on appelle des théâtres forums. Donc, rapidement, en fait, donc au Brésil, quand il était appelé dans des situations de domination, où les gens se trouvaient floutés ou dépossédés d'un terrain, de quelque chose, il a proposé ce dispositif où il invite des gens à rejouer la scène. Et donc chaque protagoniste de ce problème qu'il y a eu entre deux ou plusieurs personnes vient et rejoue la scène, et donc peut identifier à un moment qu'est-ce qu'il aurait pu dire ou mieux dire ou faire, intervenir ou pas. Et donc c'est une sorte de théâtre où personne n'est passif, mais où parce que le public peut aussi intervenir et dire là en fait t'as dit ça mais ça va pas du tout, t'aurais dû plutôt agir comme ça, etc. Donc c'est un théâtre où chacun est actif. Et donc ça me plaisait bien en fait de pouvoir réinterpréter la réalité, ce qu'on fait tout le temps en fait, même en se souvenant, c'est toujours une réinterprétation. Et donc à partir de ces paroles de ces élèves que je trouvais assez justes et très riches, l'idée c'est que chacune puisse dire en fait ce qu'il en pense, quoi. Tout au début du livre, il y avait une phrase que j'ai beaucoup aimée. Un paragraphe dans lequel j'ai sorti deux phrases.
nous sommes les hôtes de la langue. Et juste après, c'est marqué nous sommes habités par la langue au sens magique du mot. Et je trouve que ça, c'était la partie la plus importante du livre. Parce qu'on parle de la honte, on parle de la frustration, on parle de ce qu'on ne peut pas faire ou faire avec les langues. Mais pour moi, cette notion d'habiter une langue et d'être habité par des langues, à mon avis, c'est la partie la plus importante. I don't know. I really like the conference. Merci de le souligner. En fait, c'est vrai que je parle principalement de ce qui ne va pas. Mais il y a aussi la langue, c'est, comme j'ai dit au début, c'est un outil de domination, mais c'est aussi un lien entre les gens et c'est un imaginaire qui nous habite. Et c'est une langue, c'est très intime. C'est quelque chose de très fort en nous, qu'on en parle une ou plusieurs. Enfin, voilà. Et ça permet d'articuler notre pensée, ça permet de nous lier aux autres, de nous exprimer, de penser, de rêver. Et oui, merci de le redire que c'est vraiment des choses qui sont... c'est une tendresse aussi. Pour moi, c'est très lié à l'amour, en fait, pour le dire très simplement. La langue, c'est vraiment lié à l'amour. Pas d'autres questions? Non? Bon. C'était pas mal pour conclure. Dans ce cas-là, il va me rester à remercier toute l'équipe, Frédéric Thomas, Morgane, Julien, les étudiants du cours Récit, REC-ITS, à remercier également les étudiants de l'option communication de l'année 2 pour la réalisation des visuels de la communication de cette rencontre du soir. Je voudrais remercier toutes et tous d'être venus assister à cette rencontre du soir et évidemment remercier Marianne pour nous avoir présenté son travail.